Bonjour Medix, presque bonsoir, c'est la fin de journée. Alors je vous propose de venir avec moi pour l'espace frontière de l'infini vers lequel voyage un vaisseau spatial, Enterprise. Sa mission, découvrir de nouvelles civilisations, explorer une nouvelle vie, d'autres mondes, et tout ça au mépris du danger pour avancer vers l'inconnu. Vous avez reconnu le petit générique de Star Trek. Star Trek, c'est formidable si vous le regardez aujourd'hui parce que chaque épisode, c'est une illustration du droit et des nouveaux mondes que nous découvrons. Et notamment la directive première. La directive première, elle explique qu'on doit, à travers ce voyage, nouer des contacts avec d'autres civilisations, mais dans le respect de leurs droits fondamentaux. Et toute la philosophie de Star Trek, c'est de penser que face au nouveau monde, face à la technologie, c'est l'humain, l'être humain qui doit prévaloir. Alors je vous propose, pour ces quelques minutes, pour cette fin d'après-midi, d'embarquer avec moi à bord d'Enterprise pour découvrir dans le métaverse et d'autres mondes virtuels quelle place pour le droit. Premier voyage, c'est très simple. On va prendre quelques exemples avec le capitaine Kirk. Alors je ne sais pas, voilà, madame, vous serez le capitaine Kirk pour ce petit voyage avec Enterprise. Nous allons nous poser quelques petites questions et voir comment, dans le métaverse, le droit pourrait s'appliquer. Et on va voir que déjà, il s'applique. On va voir en réalité que depuis le début d'Internet, on s'est toujours interrogé pour se dire est-ce que le droit s'applique, est-ce que le droit existe, est-ce que dans le monde virtuel, immatériel, le droit peut encore trouver sa place? Et la réponse à chaque fois a été oui. Alors, quelques exemples. Un tout récent, vous avez sans doute, peut-être même entendu parler de cette histoire de sacs créés Meta Birkin, des sacs qui imitaient les sacs Birkin de la marque, on peut la citer, Hermès. Et un artiste, Martin Rothschild, avait imaginé, on a entendu parler de NFT, ces NFT Meta Birkin. Et la question s'est posée de savoir si c'était sa liberté de création ou s'il méconnaissait les droits de la marque Hermès. Eh bien, un tribunal, le 8 février 2023, on ne peut pas trouver plus récent, aussi sans doute un petit peu, mais c'est assez récent quand même, le 8 février 2023, un tribunal de Manhattan a décidé qu'il n'y avait pas, au nom de la liberté d'expression, la possibilité de porter atteinte aux droits des marques de cette société. Et on voit que dans ce métaverse, dans cette utilisation des NFT, le droit de propriété intellectuelle existe encore, s'applique encore. Un autre exemple, 2012. Alors là, on ne parlait pas encore de métaverse. 2012, l'Enterprise s'était arrêtée aux Pays-Bas, et il se trouve que la Cour suprême des Pays-Bas avait été confrontée à une histoire assez sordide, il faut le dire, de vol d'une amulette, pas une allumette. Ce soir, je ne vous mets pas le feu, mais d'une amulette dans un jeu vidéo. Et se poser la question de savoir si on pouvait faire des vols virtuels. Est-ce que le vol, c'est uniquement un objet matériel ou est-ce qu'un objet virtuel peut faire l'objet d'un vol? Et la Cour suprême des Pays-Bas, la plus haute instance, a décidé que oui, il pouvait y avoir un vol virtuel. Et donc, on voit que là aussi, le droit peut s'appliquer. Second Life, pour les plus jeunes d'entre vous, ou presque, c'était un peu l'anticipation du métaverse. Il y a eu des questions par rapport à un certain nombre de joueurs qui avaient acquis des propriétés dans le Second Life et qui avaient considéré être expropriés par le fondateur du jeu. Eh bien, ils ont pu engager une action qui n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il y a eu une transaction, mais ils ont été indemnisés par rapport à ces propriétés dont ils estimaient avoir été expropriés par le fondateur du jeu. Vous voyez, dans ces univers-là, virtuels, le droit s'applique. Et puis, si on regarde des choses qui parfois peuvent être un peu plus sordides et même terribles, le droit pénal trouve à s'appliquer dans le monde virtuel. On disait les avatars, qu'est-ce qu'on peut faire avec les avatars? Et on sait qu'il y a du harcèlement et même du cyberharcèlement. Et le droit n'est pas désarmé à cet instant. Dans un monde virtuel, on peut protéger les individus. Et il y a dans le droit français, par exemple, une infraction pour punir de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le cyberharcèlement, soit qu'il soit sexuel, soit qu'il soit moral.
c'est-à-dire des actes répétés par un ou plusieurs individus qui mettent par des propos ou des comportements sexuels ou sexistes en danger l'identité, la santé morale, mentale d'une personne. Et le droit n'est pas désarmé. Et récemment, c'est intéressant, le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire, vous avez dû entendre parler de cette affaire, l'affaire Mila. Le tribunal correctionnel de Paris, c'est très illustratif, a dit les réseaux sociaux, et vous pouvez remplacer réseaux sociaux par métaverse ou monde virtuel, c'est comme la rue. Dans la rue, quand vous croisez quelqu'un qui ne vous plaît pas, qui est peut-être avec un comportement qui ne vous convient pas, ben vous ne l'insultez pas, vous ne le menacez pas, vous ne le frappez pas. Eh bien, dans le monde virtuel ou les réseaux sociaux, le tribunal dit c'est la même chose, c'est comme la rue. Vous ne le menacez pas, vous ne le frappez pas. Et ce jugement très intéressant, c'est une illustration que dans les mondes virtuels, le droit s'applique. Il s'applique d'autant plus que ces questions, elles peuvent paraître très proches de notre quotidien et en même temps, on sent, on voit qu'elles nous amènent vers des interrogations de civilisation. Alors, si on prolonge un peu le voyage avec Enterprise, Capitaine Kirk, si vous êtes toujours d'accord pour avancer un peu plus loin, Capitaine Kirk est d'accord, on va aller en Europe. Parce qu'il y a quelque chose d'assez amusant. Au début de l'Internet, c'est l'époque de la contre-culture en Californie. On est un peu libertarien, on veut tout changer, on n'aime pas les États, on n'aime pas les grandes entreprises, on veut vivre peace and love, de soleil, d'amour, de grandes vagues pour surfer. Et à l'époque, on dit non, on va être libre. Et il y a un parolier d'un groupe de rock, alors je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est les Grateful Dead, d'un groupe de rock californien, un peu hippie, assez sympa à écouter. Et le parolier qui s'appelait, parce que malheureusement il nous a quittés, J.P. Barlow, avait écrit un peu plus tard, en 1996, la Déclaration pour le cyberespace. Et alors, elle est amusante à lire, parce qu'elle est écrite il y a assez longtemps à l'échelle du monde numérique, et elle est très en reflet de ce qu'est le Web 3.0 dont on parle depuis cet après-midi. Et il dit, gouvernement, être d'acier, les entreprises, les grandes entreprises, les conglomérats, là où nous nous réunissons, le nouvel horizon, vous n'avez pas de place. Il n'y a pas de souveraineté pour vous là où nous nous réunissons. Et de manière assez étonnante, à cette époque-là, on dit qu'il n'y a plus de souveraineté. Mais qui dit plus de souveraineté? Ben, dit plus de juges, plus de droits, plus de règles. Mais ce n'est pas ça qu'on a vu en réalité. Ce qu'on a vu, notamment en Europe, c'est que face à ce changement de civilisation, face à ces évolutions profondes que nous connaissons, eh bien, on peut mettre en place des règles qui protègent, pas simplement dans un État isolé, mais au niveau européen, parce que c'est bien à cette échelle-là qu'il faut agir. Et prenez 3 exemples, très simples. Ils vont résonner à votre oreille parce qu'ils sont familiers. Les données personnelles. Dans le métaverse, les données personnelles, ça sera un carburant extrêmement important, un des carburants essentiels. Eh bien, le fameux RGPD, je suis sûr que vous avez tous entendu parler du RGPD. Alors, qui n'a pas entendu parler du RGPD? C'est un peu, voilà, qui n'a pas entendu parler du RGPD à 50 ans a raté sa vie, c'est évident. Mais le Capitaine Kirk, je vous en prie. Mais restez sur votre objectif. Le RGPD, il protège la façon dont vos données sont collectées, il protège votre consentement, la façon dont elles vont être utilisées. Évidemment que ça va s'appliquer dans le métaverse et dans les mondes virtuels. Donc, on n'est pas désarmé, et ça doit se faire au niveau européen. Très récemment, vous avez peut-être entendu parler du DSA, le Digital Services Act, un texte sur les services numériques. C'est intéressant parce que c'est un texte qui essaye de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la liberté d'expression, parce qu'évidemment, ces nouvelles technologies, elles nous permettent d'accéder à de l'information, de créer, d'imaginer, de communiquer comme peut-être jamais auparavant, et en même temps, elles conduisent parfois, malheureusement trop souvent, à des contenus haineux et illicites. Et ce texte européen essaye de trouver un équilibre, et il oblige notamment les très grandes plateformes, je ne donnerai pas de nom, mais vous voyez lesquelles il s'agit, ces très grandes plateformes, à prendre en compte ces contenus illicites, et lorsqu'elles font face à des risques
qu'on appelle systémiques, eh bien de prendre les mesures en interne pour protéger les gens et de faire en sorte qu'on ne puisse pas laisser se propager des contenus dangereux, haineux, pédocriminels, qui mettent en question nos valeurs. La dernière dimension que je voudrais signaler, capitaine Kirk, dans notre voyage, c'est que les entreprises en question, elles vont devoir faire un effort supplémentaire qui est d'intégrer les valeurs de nos sociétés dans leurs produits. C'est ce qu'on appelle, pour la privacy ou pour l'éthique, privacy et éthique by design, par la conception du produit. Et pour ça, elles peuvent être aidées par, vous le connaissez sans doute, un auteur de science-fiction qui s'appelait Asimov, qui avait imaginé les lois de la robotique, les lois des robots. Il y avait 4 lois. D'ailleurs, c'est marrant parce que la nouvelle dans laquelle on retrouve, c'est le robot rêveur. Le robot rêveur. La première loi, la loi 0, c'est que le robot ne doit jamais porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction faire en sorte qu'elle puisse courir un danger. La loi numéro 1, c'est qu'un robot ne doit jamais porter atteinte à la vie d'un être humain ou par son inaction le mettre en danger, sauf contradiction avec la loi 0. La loi numéro 2, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf s'il contredit les 2 lois précédentes. Et la loi numéro 3, c'est qu'un robot doit protéger son existence, sauf si cette protection met en cause la loi 0, la loi 1, la loi 2, la loi de robots que Asimov a décliné. Eh bien, c'est là une série de principes que les plateformes, que les innovateurs peuvent introduire dans leurs produits pour, en reflétant les valeurs de nos sociétés, faire en sorte que ces innovations, ces mondes virtuels, soient le reflet des règles auxquelles nous adhérons. Pas à la place du droit, mais en plus du droit. C'est pour ça que, à la question « est-ce que les mondes virtuels vont être des mondes où le droit va s'imposer ?» ma réponse est que, je prends un pari devant vous, capitaine Kirk, si vous l'acceptez, ce sera votre mission. Un pari, c'est que le droit, oui, va effectivement s'imposer dans cet univers. Vous savez, le droit, parce qu'on parle d'innovation et de monde virtuel, le droit, c'est la plus puissante école d'imagination. C'est Burrus qui dit ça dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Alors, les citoyens sont aussi des innovateurs et ils sont toujours en situation de faire en sorte que le droit qui reflète nos valeurs s'impose à la technologie. Merci capitaine Kirk. Bon voyage.